Bonsoir à toutes et tous, merci beaucoup pour l'invitation pour venir m'exprimer devant vous ce soir sur ce sujet qui est, je pense, important et dont on parle beaucoup de manière générale et encore plus en contexte d'élections municipales. Donc No Parking No Business en centre-ville, un mythe à déconstruire. Il y a beaucoup d'idées reçues, c'est le constat que je fais. Ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé à travailler sur ce sujet puisque je me rends compte que partout c'est un sujet de débat. Très passionnel en fait entre ceux qui sont pour le retour de la voiture en ville et puis ceux qui veulent plutôt promouvoir une ville qui soit partagée pour tous. Et donc cet argument il est vraiment au centre de plein de thématiques différentes et de crispations souvent relayées par la presse qui font qu'en fait on a besoin de prendre un peu de recul et d'essayer d'y voir un petit peu plus clair, ce que je vais essayer de faire ce soir. Donc le constat déjà c'est que les centres-villes sont quand même en difficulté aujourd'hui, c'est clair. On peut pas le nier, que ce soit dans les grandes villes, mais plus encore dans les villes moyennes. Il y a beaucoup de vitrines vides. Donc ici, c'est quoi ce qu'on voit sur le graphique? C'est le taux de vacances commerciales. Donc le taux de vacances commerciales, c'est le pourcentage de vitrines qui sont inoccupées dans les villes. Donc on voit que ça a beaucoup augmenté entre 2012 et 2020, un petit mieux entre 2021, enfin en 2021 et 2022, mais en 2023 et 2024, ça repart à la hausse. Et donc on est dans une situation quand même qui se dégrade, et plus la ville est petite en fait, et plus c'est vrai. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais déjà il y a une concurrence forte avec d'autres types de consommation, d'autres types de commerce, à commencer par les zones commerciales périphériques, il y en a plein partout, il y en a sans doute beaucoup trop en France. Et donc ça fait une concurrence. Ça fait concurrence au commerce de proximité ou au commerce de centre-ville. Donc ça, c'est une tendance qui est un peu ancienne, on va dire. Et puis, il y a une concurrence qui est un peu plus récente avec le e-commerce, qui progresse très très rapidement depuis quelques années maintenant. Et encore une fois, ça pique des parts de marché finalement au centre-ville. Donc, ce sont deux tendances qui peuvent expliquer en partie cette augmentation de la vacance commerciale. Plus récemment, on a aussi une crise très forte dans le domaine de l'habillement. Alors c'est lié au e-commerce, mais on a énormément de magasins d'habillement qui s'en sortent plus, qui ferment. Et puis on a aussi la crise du pouvoir d'achat depuis en particulier 2-3 ans là, qui vient encore accentuer la tendance. Donc faut pas forcément lier les difficultés de commerce forcément à des questions de mobilité. Les commerçants très souvent ils sont opposants aux politiques de transformation de l'espace public. Partout c'est vrai. C'est vrai dans les petites villes, dans les grandes villes, et c'est même vrai à Paris, ce qui est ce qui est même très excessif, puisqu'à Paris, les enquêtes montrent que 2%, entre 2 et 3% des clients des commerces se rendent au magasin, vont consommer en utilisant la voiture, entre 2 et 3%. Et puis on a quand même des articles qui nous expliquent que finalement telle rue ou tel commerce se porte mal parce qu'on a réduit une place de stationnement ou on a rendu une cyclable une rue qui était auparavant pour les voitures. À Lyon, c'est pareil, voilà, mais dans les grandes villes, on sait très bien que très peu de clients se rendent au magasin en voiture. On a quand même ce type d'articles de presse qui viennent finalement alimenter cette idée reçue qu'on ne remet plus en cause. C'est dans toutes les têtes et et c'est un poncif qu'on répète sans arrêt. Toute politique de réduction de la place de la voiture serait défavorable au commerce et il n'y a personne à qui on donne jamais la parole dans ces articles pour porter un avis contraire. Alors, en vérité, si on regarde un peu les choses, en fait, il y a un peu un dilemme et il y a un peu deux solutions à cette crise du commerce. Pour redynamiser les centres-villes, en fait, on peut soit décider qu'il faut faciliter la circulation des voitures, faciliter le stationnement, et peut-être que comme ça, on fera revenir des gens qui habitent loin, qui auront envie de venir en centre-ville parce que ce sera facile. Ce sera facile de venir en voiture. Ça, c'est un peu la première école, qui est souvent d'ailleurs le discours des commerçants en quelque sorte. La deuxième école, c'est un peu l'inverse finalement, c'est de dire pour que les gens viennent consommer, fréquentent le centre-ville, en fait, il faut leur donner une bonne raison de le faire, il faut que ce soit agréable. Et donc pour que ce soit agréable, il faut que ce soit calme, que ce soit piéton, qu'il y ait de la verdure. Donc en fait, il faut apaiser le centre-ville et réduire la place de la voiture. Donc, on voit bien finalement, on ne peut pas faire les deux à la fois, c'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas faire les deux en même temps. Au fond, la question que ça pose, c'est finalement quelle version de cette ville est favorable au commerce. Donc c'est la même ville, c'est Lille, c'est la grande place de Lille, qui a été un parking avec une 2 fois 2 voies de circulation jusque dans les années 80-90. En 2000, c'était encore un parking.
Et puis aujourd'hui, donc est-ce que finalement une ville favorable au commerce, c'est la version de gauche ou la version de droite ici? Donc voilà, chacun peut se faire son avis, mais je pense que ce que ça illustre, c'est que, encore une fois, on ne peut pas faire les deux. Si on décide que la priorité, c'est de faire de la place à la voiture pour stationner, pour circuler, eh bien, ça fait une ville dans laquelle le piéton ne trouve pas sa place. Ça fait une ville qui n'est pas très agréable, mais on peut venir facilement. Dans l'autre cas, c'est globalement plus agréable, mais c'est plus compliqué de venir en voiture. Voilà, donc c'est l'un ou l'autre. Encore une fois, ça ne peut pas être les deux. Et si je prends un exemple un peu plus local, ben c'est exactement pareil avec la place de la Comédie. Est-ce que c'est la version de gauche ou la version de droite qui est la meilleure pour le commerce? Chacun peut avoir une idée, mais encore une fois, on ne peut pas à la fois faire de la place aux piétons, au transport collectif, sans réduire la place de la voiture. Et si on redonne de la place à la voiture, eh ben ça veut dire qu'on va en reprendre aux piétons ou qu'il aurait fallu ne pas faire le tramway, quoi. Donc voilà, donc c'est ça les termes du débat. Et voilà, je vais essayer de l'alimenter avec des chiffres. Donc ce qui est terrible, je disais, c'est un sujet qui est vraiment très clivant en fait dans toutes les villes françaises. Mais ce qui frappe quand on commence à s'intéresser à ce sujet-là, c'est qu'en fait, il existe très peu de connaissances sur ce sujet. Il existe très peu d'études sur la façon dont les clients se déplacent, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils aimeraient pour le centre-ville. Est-ce qu'ils aimeraient un centre-ville apaisé ou un centre-ville où c'est facile de venir en voiture? On ne leur donne pas la parole et on affirme des choses en fait, qui sont basées sur un ressenti personnel et pas sur des études. Donc vraiment, le premier constat et première idée à retenir, c'est qu'il faut reproduire. Il existe des méthodologies d'enquête, il faut faire des études localement pour y voir plus clair et pour que les projets de transformation portés par la ville, notamment, puissent être débattus, mais sur la base, non pas de ressentis des uns contre ressentis des autres, mais sur la base des pratiques réelles sur le terrain des clients et ce que pensent les clients, ou en tout cas les personnes qui fréquentent le centre-ville. Donc très peu d'études. Heureusement, il en existe quand même quelques-unes. Ça s'est un peu accéléré ces dernières années. Il y a quand même quelques études récentes qui ont été menées. Et tant mieux, parce que ça va me permettre de vous donner quelques éléments finalement issus de ces études. En fait, quand on regarde ces études, une bonne quinzaine qui ont été faites récemment, ce qui est assez frappant, c'est qu'elles ont beau être menées dans des villes moyennes, dans des grandes villes, en France, à l'étranger, dans des contextes très différents. En fait, on retombe à peu près toujours sur les 4 mêmes résultats. Donc, quand je dis une étude, c'est quoi? C'est en fait, on va sur le terrain, on interroge les clients qui sont dans la rue, en fait, les gens qui fréquentent le centre-ville, et on leur demande d'où vous venez, comment vous êtes venus, est-ce que vous êtes venus à pied, en voiture, à vélo, qu'est-ce que vous pensez du centre-ville, est-ce que c'est agréable, désagréable, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, lesquelles, est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent pas, lesquelles, et puis qu'est-ce que vous souhaiteriez vous comme transformation du centre-ville. Voilà, on pose ces questions-là et ensuite on a un portrait finalement de ce que pensent les gens en moyenne sur en tout cas les clients des centres-villes. Donc quand on regarde ces études-là, donc je disais, on aboutit toujours à peu près aux 4 mêmes résultats. Le premier, c'est que les clients en fait viennent en grande majorité de la proximité. Parfois on imagine que beaucoup de clients viennent de très loin, spécialement pour venir dans le centre-ville de telle ville. En fait, les enquêtes montrent que la plupart des clients vivent quand même dans un rayon très proche. Deuxièmement, c'est un peu lié à ça, mais la plupart des clients viennent à pied ou en transport collectif, et en fait, ceux qui viennent en voiture sont relativement peu nombreux. Troisième constat, c'est quand on demande aux clients ce qui leur donnerait envie de venir plus souvent, pour fréquenter le centre-ville ou consommer dans le centre-ville, eh bien la grande majorité en fait, réclament des espaces apaisés, moins bruyants, avec beaucoup de place faite aux piétons. Et très peu réclament le contraire, un retour de la voiture ou davantage de place faite à la voiture. Et puis le quatrième point, qui est, je dis souvent que c'est le plus important, parce qu'il permet de comprendre en fait les débats et les prises de position des uns et des autres, c'est que toutes les études montrent que les commerçants surestiment en fait beaucoup le poids de la voiture parmi leurs clients. Ils imaginent qu'un grand nombre de leurs clients vient en voiture et beaucoup plus que ce que montrent les chiffres réels issus des enquêtes. Donc maintenant, je vais détailler ces 4 points avec des chiffres issus d'enquêtes de terrain qui ont été menées en France ou à l'étranger ces dernières années. Donc la plupart des clients viennent à proximité. Ça, c'est un graphique du CEREMA qui illustre très bien cette chose-là. Finalement, en haut, on a les grandes agglomérations, en bas, on a les villes moyennes, et on voit où les personnes font leurs achats la plupart du temps. Et en fait, on se rend compte que
Les résidents de la ville-centre font leurs achats en grande majorité dans la ville-centre, et les résidents de la périphérie font leurs achats en grande majorité en périphérie. Il y a assez peu de porosité, il y a assez peu d'habitants du centre-ville qui va consommer en périphérie, et assez peu d'habitants de la périphérie qui vient consommer en centre-ville. Donc ça permet de le montrer déjà avec cette représentation graphique. Ici, vous avez 57% des clients du centre-ville qui habitent la ville de Nancy, et 32% qui viennent finalement de l'aire métropolitaine, enfin de la métropole de Nancy, qui est assez petite, en fait, qui est assez resserrée, donc c'est un rayon de l'ordre de 5 km. Sur Nantes, on retrouve la même chose, 53% des clients vivent à Nantes. Et on retrouve même ces constats dans des villes beaucoup plus petites. Ici, une étude que j'aime bien, que je trouve très intéressante, qui a été menée sur 6 villes suisses de taille moyenne, donc des villes entre 20 000 et 40 000 habitants. Et on voit finalement la même chose. En orange clair, c'est la part des clients qui habitent dans la commune, en fait, la part des clients des commerces d'une commune qui habitent dans cette même commune. Et vous en avez à peu près entre la moitié et 2 tiers qui sont dans ce cas de figure. Donc même dans des petites villes, ça se vérifie. Donc deuxième constat que j'évoquais, la plupart des clients viennent à pied ou en transport collectif. Et peu nombreux viennent en voiture. Donc là, vous reconnaissez à nouveau l'étude du CEREMA qui fait une moyenne en fait de toutes les villes où il y a eu une enquête mobilité qui a été faite. Et donc on voit que dans les grandes agglomérations, dans le petit et moyen commerce, eh bien, vous avez 64% des clients qui viennent à pied, 10% qui viennent en transport collectif et 24%, à peu près un quart, qui viennent en voiture. Si je reprends à nouveau les villes que je vous ai montrées précédemment, donc à Lille, le mode d'accès numéro 1, c'est très largement la marche, avec 42%. En deuxième arrivent les transports collectifs, on a 21% de transports en commun urbain plus 7% de train. Et en numéro 3 arrive la voiture avec 21%. Sur Nancy, qui est une ville un peu plus petite, la voiture est un peu plus présente, 35%, mais le piéton reste majoritaire avec 39%. Et puis le vélo est pas ridicule avec 13%, même au-dessus des transports collectifs, qui sont à 11%. Alors, encore une fois, je vais essayer de vous montrer des exemples pour ne pas parler que des grandes villes, mais parler également des villes petites ou moyennes. Ici, Cahors, 19 000 habitants. Donc là, c'est réparti équitablement entre la voiture et la marche, 44% chacun. Et puis 6% vélo, 6% transport collectif. Donc là encore, la voiture est présente. Voilà, il y a des clients qui viennent en voiture, mais ça reste moins de la moitié et ça reste au même niveau, pas supérieur à la marche. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que c'est assez proportionnel à la taille de la ville considérée. En fait. Donc ici, voilà, j'ai placé sur ce graphique la taille de la ville et la part modale de la voiture parmi la clientèle. Et donc on voit que c'est très clairement décroissant. La plus petite ville sur laquelle on a des résultats, c'est Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, 12 000 habitants. Là, on a 60% pour le coup des des clients qui viennent en voiture. Et puis après, les villes un peu, les grandes villes françaises, on va dire style Rouen, Lille, Nantes, on est entre 20 et 30% en gros, entre un quart et un tiers, on va dire. Et dès qu'on passe les 20 000 habitants, en fait, on descend en dessous de la moitié de clients qui se rendent dans les commerces en voiture. Là encore, on retrouve le même constat sur nos 6 petites villes suisses, où la marche est la plupart du temps majoritaire en vert clair, et la voiture en bleu clair représente entre 20% et 50% des déplacements des clients. Alors maintenant, voilà, on va dire c'est des chiffres objectifs sur les pratiques. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder ce que les gens réclament, ce qui donnerait envie aux personnes de venir plus souvent consommer dans le centre-ville, plutôt qu'ailleurs peut-être plutôt qu'au centre commercial. Et donc, il y a plusieurs enquêtes de terrain qui ont proposé différentes modalités. Qu'est-ce qui vous donnerait envie de venir plus souvent? Est-ce que ça va être des trottoirs plus larges, moins encombrés? Est-ce que ça va être un accès à un stationnement vélo plus facile? Est-ce que ça va être une circulation et du stationnement automobile plus abondant? Est-ce que ça va être des transports en commun plus efficaces ou gratuits? Est-ce que ça va être plus de végétation? Ou est-ce que ça va être réduire les nuisances du trafic motorisé? Et donc, quand on pose ces questions, on se rend compte qu'à peu près 20% des gens disent « ce qui me donnerait envie de venir plus souvent, ce serait de faciliter finalement l'accès et le stationnement en voiture ». 20%. Mais donc, vous avez 80% des gens qui réclament
autre chose. La modalité de réponse numéro 1, c'est plus de végétation, c'est végétaliser les rues. Ensuite, on a des trottoirs larges et moins encombrés. Et puis, on a réduire les nuisances du trafic motorisé. Mais finalement, pour ces 80% de modalités, il faut revoir la répartition de l'espace. Si on fait des trottoirs plus larges, si on plante des arbres, si on fait des pistes cyclables, il faut bien les mettre quelque part. Et en fait, on ne va pas pousser les murs. Donc forcément, il faut que ça se fasse. Ça ne peut se faire qu'en réduisant la place de la voiture. Donc vous avez en gros 20% des clients qui disent « Si vous augmentez la place de la voiture, je viendrai consommer davantage dans ce quartier ». Et puis vous avez 80% des clients qui disent « Si vous réduisez la place de la voiture, pour faire autre chose, pas pour le plaisir de la réduire, mais pour rendre les rues plus agréables et pour faire de la place à d'autres types de mobilité », eh bien ces 80% de clients disent « Dans ce cas-là, je viendrai plus souvent consommer dans ces commerces ». Alors, on retrouve les mêmes choses dans d'autres villes. Alors là, j'ai mis la plus petite ville, Saint-Omer, pour montrer une chose. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 60% des clients des commerces qui venaient en voiture. Mais ça ne veut pas dire que 60% des clients réclament davantage de place à la voiture. En l'occurrence, on a 39% ici, c'est un peu plus qu'à Lyon, mais 39% des clients qui souhaiteraient avoir davantage de place pour la circulation et le stationnement automobile. Mais vous en avez quand même 61% qui réclament autre chose, qui réclament des trottoirs plus larges, qui réclament des meilleurs transports collectifs, qui réclament des pistes cyclables. Donc même dans les endroits où on se déplace en voiture, le fait est que les gens se déplacent en voiture, mais ils aspirent à autre chose, ils aspirent à un espace public qui serait plus agréable, et voilà, et c'est ça qui leur donnerait envie de venir. Donc il y a quand même une demande, bien que les pratiques soient très automobiles, il y a une demande pour autre chose, et je crois que c'est important de le montrer. Alors ici, Cahors, à nouveau. Donc ici, alors c'est un peu différent, c'est une enquête miroir, on a demandé d'une part aux clients ce qu'ils souhaiteraient, d'autre part aux commerçants. Donc les commerçants on leur dit qu'est-ce qui permettrait finalement, qu'est-ce qui permettait de redynamiser le centre-ville. Et en fait, on voit deux choses. Premièrement, déjà, il y a un décalage important, on voit qu'il y a un décalage entre ce que souhaitent les clients et ce que pensent les commerçants que souhaitent leurs clients. Donc les commerçants se trompent sur ce que souhaitent leurs clients. Les commerçants pensent que leurs clients souhaiteraient davantage de places de stationnement et puis des places gratuites et proches. Et les clients, ils ne réclament pas tellement ça, finalement, ils le réclament un petit peu. Mais ce qu'ils réclament surtout, c'est, en bas à droite, c'est aménager plus de rues et de places piétonnes. Donc là encore, la demande numéro 1, c'est finalement de faire plus de place aux piétons et ce n'est pas de faire plus de place à la voiture. Et les commerçants ne le perçoivent pas. Alors, ce qui est bien quand on fait ce type d'enquête, c'est qu'on peut aussi interroger les personnes sur des mesures qui ont été mises en place récemment. Donc, sur l'enquête de Lille et Saint-Omer que j'ai encadrée, les deux villes venaient de mettre en place le 30 km/h. Donc, on s'est dit que tant qu'à faire une enquête, autant demander aux clients s'ils adhèrent ou pas, s'ils trouvent que c'est intéressant ou que c'est nul. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que vous avez 70% dans les deux villes, en fait, 70% des clients interrogés qui trouvent que le 30 km/h, la limitation à 30 km/h, est une bonne mesure. Et puis vous en avez environ 20% qui trouvent que c'est une mauvaise mesure. Et si on regarde ce que disent uniquement les automobilistes, parce qu'on pourrait penser que sur l'île, par exemple, où beaucoup de gens viennent à pied, finalement, ceux qui sont contre, c'est les automobilistes, et ceux qui sont pour, c'est les piétons. Non. Si on regarde que les automobilistes, vous avez même 75% d'entre eux qui sont favorables aux 30 km/h. Donc, c'est pas parce qu'on utilise la voiture, finalement, qu'on souhaite avoir une autoroute qui nous amène directement devant le magasin. Il y a un moment aussi où on sort de la voiture, on devient piéton, et peut-être qu'on a envie aussi d'avoir une ville agréable en tant que piéton. Et ensuite, je demande aux commerçants, selon vous, vos clients viennent comment ? Et donc, ils répondent, je pense que 50% viennent, je pense que la moitié viennent en voiture, 10% en transport collectif, etc. Et donc, quand on compare ces réponses, quand on compare les réponses des commerçants avec la réalité du terrain, puisque c'est des pratiques qui ont été mesurées, eh bien, on se rend compte qu'on obtient ce type de résultat. Donc ça, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure à droite, il y a 35% des clients qui viennent en voiture. Eh bien, les commerçants pensent que 77% de leurs clients viennent en voiture. Et puis, il y a 39% des clients qui viennent à pied, mais les commerçants pensent que c'est seulement 11% de leurs clients qui viennent à pied. Et puis pareil, sur le vélo, ils sous-estiment énormément aussi, ils pensent que c'est 1% alors que c'est 13%. Il n'y a que sur les transports collectifs, finalement, où ils estiment à peu près bien, avec en gros 10%. Donc quand on voit ça, en fait, on comprend très bien pourquoi la plupart des commerçants s'opposent à ce type de mesure.
Si vous êtes commerçant et que vous pensez que 80% de vos clients viennent en voiture, bah effectivement, vous allez vous opposer à la moindre suppression d'une place de stationnement. Mais c'est basé sur un constat qui est erroné. Donc il y a vraiment besoin de faire de la pédagogie et de montrer quels sont les vrais chiffres pour discuter au moins sur une base concrète, enfin sur une base réelle, et pas sur des ressentis qui, comme on le voit, finalement, sont très éloignés de la réalité. Et c'est pas propre à Nancy, puisque ça, on le retrouve dans toutes les enquêtes qui ont testé ce principe du miroir. Ici, à Bruxelles, les commerçants pensaient que 52% de leurs clients venaient en voiture. La réalité, c'est 11%. Et de la même manière qu'à Nancy, ils sous-estiment énormément le poids des piétons. Pareil sur Berlin, où les commerçants surestiment de 15 points la part de la voiture. Et puis, il y en a d'autres qui ont un peu vu la même chose sur Grasse en Autriche, par exemple, où il y a des chiffres un peu similaires. Alors, sur Berlin, il y a un truc qu'ils ont montré qui est super intéressant. C'est que, en fait, les commerçants qui eux-mêmes se déplacent en voiture sont ceux qui surestiment le plus l'utilisation de la voiture parmi leurs clients. Donc, c'est l'encadré rouge ici. Ceux qui sont venus en voiture pensent que 28% des clients viennent en voiture. En moyenne, les commerçants pensent que c'est 21, ce qui est déjà beaucoup trop puisque la réalité est 7. Donc les commerçants, on va dire lambda, pensent que c'est 21 et ceux qui viennent en voiture pensent que c'est 28. Mais ce biais ou cette surestimation, en fait, elle concerne tous les modes de transport. C'est-à-dire que les commerçants qui viennent travailler en transport collectif surestiment le nombre de leurs clients, le pourcentage de leurs clients qui utilisent les transports collectifs. Et puis ceux qui utilisent le vélo pensent que tout le monde fait comme eux, bien vélo, et surestiment le pourcentage de leurs clients qui viennent à vélo, et pareil pour la marche. Donc en fait, on surestime tous un petit peu, c'est un biais humain, on surestime un peu tous. On a tendance à projeter notre cas personnel sur les autres, et à penser que tout le monde fait comme nous. Une autre explication, c'est que les clients automobilistes sont souvent assez râleurs, je pense qu'on l'a tous déjà vécu. Très souvent, on est dans un resto ou dans un magasin, puis il y a un client qui rentre un peu énervé, et la première chose qu'il dit aux commerçants, c'est « Ah bah dis donc, on peut plus se garer dans le quartier » ou « Dis donc, c'est compliqué de venir jusque chez vous ». Et les piétons ne disent pas ce genre de choses. Ceux qui viennent à pied ne disent pas ce genre de choses. Ceux qui viennent à vélo, ils ne disent pas ce genre de choses. Ils ne disent pas « Il n'y a pas d'arceau, c'est super galère de stationner dans le coin ». Ou ils ne disent pas « J'ai failli me faire renverser par une voiture ». Les piétons ne disent pas « J'ai dû slalomer entre des poubelles pour arriver jusque chez vous ». Il y avait une voiture mal garée à côté. Non, ils internalisent finalement les contraintes liées à leur pratique de mobilité et ils ne vont pas commencer, en rentrant dans le magasin, à évoquer leurs problèmes de mobilité du jour. Mais les automobilistes le font souvent, et d'ailleurs quand on discute avec des commerçants, ils vous le disent, donc j'entends ça 5 fois par jour. Et donc à force de l'entendre 5 fois par semaine, j'exagère un peu, pardon, à force de l'entendre 5 fois par semaine, ils finissent par se dire que c'est vrai et que finalement, oui, c'est un vrai problème et si on veut régler les choses, améliorer la situation, il faut tenir compte de ces 5 clients qui m'ont dit avoir eu beaucoup de mal à stationner. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis là, mais il y a des enquêtes miroirs qui ont été effectuées sur cette question du stationnement. Et quand on demande aux commerçants, est-ce que c'est compliqué pour vos clients de venir en voiture, de stationner en voiture, il y a entre 90 et 95% qui disent c'est difficile ou très difficile de venir en voiture ou de stationner en voiture. C'est une enquête à Nantes qui a posé cette question. Les clients, vous en avez 2/3 qui disent c'était facile ou très facile de stationner et c'était facile ou très facile de venir. Donc d'un côté, on a 90%, les commerçants pensent que 90% de leurs clients trouvent que c'est difficile et les clients, il n'y en a que 1/3 qui nous disent c'était difficile de venir ou de stationner. Donc là encore, il y a un décalage sur la pénibilité perçue de l'accès ou du stationnement en voiture. Alors malgré tout, je vous ai montré que à peu près 20-30% des clients viennent dans les commerces en voiture. Vous pourriez me rétorquer à juste titre. Certes, ils ne sont pas très nombreux, mais si on les enlève, en fait, ça va quand même être compliqué pour le chiffre d'affaires du commerce. Donc plusieurs réponses à ça. Première chose, on a tendance à mettre les gens dans les cases, et c'est vrai que je suis le premier peut-être à le faire aussi en vous parlant là ce soir d'automobilistes, de piétons, etc. Mais en fait, on n'est pas automobiliste, on n'est pas cycliste, on n'est pas piéton, on est tous un petit peu tout ça à la fois. On utilise parfois un mode de déplacement, parfois un autre. Et les clients, c'est exactement la même chose. Ici, sur l'enquête lilloise, on avait demandé
à ceux qui sont venus en voiture, ceux qui nous ont dit « je suis venu en voiture aujourd'hui », on leur a dit « est-ce que parfois vous venez autrement qu'en voiture ?» Et donc là, on a été très étonnés parce qu'il n'y en a que 13% qui nous ont dit « non, je ne viens qu'en voiture et jamais autrement ». Puis vous en avez 87% qui nous ont dit « ouais, ça m'arrive de venir autrement, parfois je viens en transport en commun, parfois je viens à pied, parfois je viens en train, parfois je viens à vélo ». Donc ceux qu'on qualifie d'automobilistes, en fait, ce ne sont pas des automobilistes invétérés, ce sont des gens qui, ce jour-là, il se trouve qu'ils sont venus en voiture, mais ça aurait été le lendemain, ils nous auraient peut-être dit qu'ils sont venus en transport collectif, parce qu'en fait, ils jonglent entre les modes. Donc 13% de 21% des clients ne viennent qu'en voiture et jamais autrement. Donc 2,5% des clients pour le cas lillois sont des automobilistes qui ne viennent jamais autrement qu'en voiture. Donc déjà, on réduit le nombre. Ensuite, eh bien, tout ça, ce sont des vases communicants. C'est un peu ce qu'illustraient finalement les photos comparées que je vous ai montrées au début. Quand on réduit la place de la voiture, c'est vrai, il y a quelques automobilistes qui vont arrêter de venir, mais il y a aussi plein de gens qui vont se mettre à revenir ou qui vont se mettre à venir plus souvent parce qu'ils ne venaient plus, parce qu'ils trouvaient que c'était plus agréable, parce qu'il y avait trop de voitures ou autre. Et puis là, d'un seul coup, vous rendez l'espace public plus agréable, vous avez d'autres gens qui viennent. Et en fait, ce sont des vases communicants. J'évoquais tout à l'heure le cas de Lille qui piétonise son centre-ville tous les samedis. Ils ont des cellules de comptage piétons. Ils se rendent compte aujourd'hui qu'il y a 15% de fréquentation du centre-ville en plus depuis qu'ils ont piétonisé par rapport à avant. Donc je rends plus compliqué pour la voiture. Il y a peut-être quelques automobilistes en moins qui viennent, mais il y a plein de gens qui viennent autrement. Il y a plein d'automobilistes qui continuent à venir parce qu'en fait c'est très agréable quand le centre-ville est piéton et simplement ils stationnent dans le parking qui est en dehors du périmètre piéton. Et puis il y a aussi plein d'autres gens qui viennent spécialement pour l'occasion parce que c'est hyper agréable et ça fait des clients en plus. Et puis enfin, dernière chose, c'est-à-dire que dire on va faciliter la circulation, ça va faire venir des gens. En fait, on ne peut pas favoriser la circulation que dans un sens. Des gens qui viennent et puis qui sont captifs, qu'on enferme dans le centre-ville et pour consommer, non, si on favorise la circulation, c'est dans les deux sens. Donc les gens qui habitent dans le centre-ville, ils vont aussi se mettre à utiliser davantage leur voiture. Et pour aller où ? Pour aller au centre commercial parce que c'est moins cher ou autre. Donc en fait, on va gagner des clients, mais on va aussi en perdre beaucoup. Et aujourd'hui, dans toutes les grandes villes, il y a un taux de motorisation des ménages qui diminue. À Montpellier, je vérifie les chiffres. Il y a 10 ans, vous aviez 28% des ménages qui n'avaient pas de voiture. Aujourd'hui, on arrive à 31-32%. Donc, grâce à quoi ? Grâce aux politiques qui sont mises en œuvre, grâce aux politiques de mobilité alternative et puis également de contraintes un peu plus fortes sur la voiture. Mais du coup, vous avez des gens plus nombreux qui n'ont pas de voiture, qui ont besoin d'avoir des commerces à proximité, qui sont des très bons clients pour ces commerces, puisque n'ayant pas de voiture, ils sont obligés d'être fidèles finalement au commerce de proximité. Donc si on arrêtait ces politiques-là, les gens se remotoriseraient, le taux de motorisation augmenterait à nouveau, et donc ayant davantage de voitures, il y a plein de clients qui, à partir du moment où ils ont acheté une voiture, la rentabiliseraient en allant notamment consommer à l'extérieur de la ville. Alors finalement, moi ça m'amène à poser plutôt cette question-là, plutôt que no parking, no business qu'on entend sur tous les toits, dire plutôt est-ce que ce ne serait pas moins de voitures, plus de business ? Il y a plein de chiffres qui le montrent. Et il y a deux études que je trouve hyper intéressantes qui le montrent très bien. Elles ont l'avantage d'être des études qui ne sont pas menées sur une ville en particulier, mais sur un grand nombre de villes. Donc cette première étude, c'est une étude espagnole que j'aime bien, qui a analysé en fait 14 villes. 14 villes espagnoles. Certaines sont des petites villes, d'autres sont des grandes villes, d'autres sont des villes moyennes. Et en fait, ce sont des villes qui ont piétonnisé quelques rues ou un quartier. Et donc, ce qu'ont fait ces chercheurs, c'est qu'ils ont regardé est-ce que le chiffre d'affaires a augmenté ou pas dans la zone qui a été piétonnisée. Ils ont eu accès à des chiffres très précis, puisqu'ils ont eu accès aux chiffres aux données de transactions bancaires, donc les dépenses réelles, en fait, alors, à part ceux qui ont payé en liquide, mais les dépenses réelles des clients dans les magasins. Et donc, ils se sont rendus compte que à chaque fois en tout cas dans ces 14 villes qui ont piétonnisé quelques rues, le chiffre d'affaires a augmenté. Et il a augmenté plus vite qu'à l'extérieur de la zone. Puisque le chiffre d'affaires peut augmenter pour d'autres raisons, parce que, je ne sais pas, le pouvoir d'achat augmente, par exemple. Donc, il y avait un groupe contrôle qui était l'extérieur de la zone qui était à l'extérieur, on va dire, de la zone piétonnisée. Et donc, ils se sont rendus compte que le chiffre d'affaires dans la zone piétonnisée augmente plus rapidement qu'ailleurs.
Et un autre constat qui est peut-être contre-intuitif, c'est que l'effet est plus fort dans les petites villes par rapport aux grandes villes. On croit souvent que la piétonisation, c'est pertinent pour les très grandes villes, mais dans les petites villes, il faut faire attention, il ne faut pas le faire. Mais en fait, là, ce qu'ils ont montré, c'est le contraire, c'est que les petites villes en ont davantage profité que les très grandes villes. Et puis une deuxième étude voilà, que j'aime bien aussi, qui a regardé 45 cas en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, d'aménagement, en fait, des 45 cas où il y a eu des aménagements favorables aux piétons, aux cyclistes ou aux deux. Et donc ils se sont rendus compte, comme le montre voilà, le graphique que j'ai reproduit ici, que en fait, la plupart du temps, dans la très grande majorité de ces 45 cas, finalement, les projets en faveur des piétons et des cyclistes et qui ont réduit la place de la voiture se sont traduits par une augmentation du chiffre d'affaires des commerces. Donc voilà, c'était une politique qui était quasiment gagnante à tous les coups, sauf voilà, dans quelques cas, à peu près 3-4 cas où il y a eu effectivement un effet négatif. Sinon, la plupart du temps, c'était un effet positif et même très positif. Alors oui, voilà... c'est vrai qu'on a toujours l'impression, je pense que c'est bien de remettre dans le contexte avec ces photos un peu d'époque, on a toujours l'impression que la réduction de la place de la voiture en ville, c'est un truc nouveau, c'est la dernière lubie de tel maire ou de je ne sais qui. En fait, c'est pas du tout des politiques qui ont commencé hier. Ça fait des années, ça fait des décennies en fait qu'on a commencé à réduire la place de la voiture. Parce que la voiture a pris une place excessive dans nos villes. À une époque, dans les années 70, 80, 90, toutes les places, 100% des places de 100% de nos villes étaient devenues un parking à un moment donné. Donc c'était sans doute pas une très bonne idée. Et puis il y a des gens qui ont commencé à s'en rendre compte. D'abord à Paris, dans les années 80, on a commencé à repiétoniser des places. Puis dans les grandes villes de province, plutôt dans les années 90, 2000, 2010. Et aujourd'hui, ça concerne plutôt les villes moyennes. Mais même dans les villes moyennes, il y a plein de villes moyennes aujourd'hui encore où la principale place est un parking. Et à chaque fois qu'on a fait ça, donc voilà, on pouvait se garer sur le parvis de Notre-Dame, par exemple, on pouvait se garer sur la place de la Concorde. Et à chaque fois que quelqu'un a souhaité finalement enlever ce parking de cette place, on a systématiquement eu les mêmes réactions. Ça va tuer le commerce, ça va pénaliser certaines personnes, etc. Et puis en fait, quand on le fait, on se rend compte qu'il fallait le faire et qu'on aurait même peut-être dû le faire plus tôt. Donc voilà, donc le côté anachronique de ces images, de ces photos, montre que, premièrement, voilà, ce débat n'est pas nouveau, loin de là. Et à chaque époque, finalement, il y a eu des opposants à ces mesures. Et quand on les regarde après coup, on se dit, franchement, il fallait quand même pas être très malin pour s'opposer à la suppression du parking devant le parvis de Notre-Dame. Donc aujourd'hui, je pense que la situation est un peu la même et on peut faire un parallèle avec les débats comme à l'époque. Et si je vais même un peu plus loin, il y a même une époque où on pouvait se garer sur la plage. C'était normal, c'était vu comme parfaitement normal. Et pareil, quand on a dit, on va peut-être faire en sorte que la plage soit pour les piétons, si je puis dire, ou en tout cas pour les gens, et pas pour les voitures, eh bien, il y a des gens qui ont dit, bon là, qu'est-ce que vous faites ? Il n'y a plus personne qui va aller à la plage si on ne peut plus y aller en voiture. Comment je vais faire pour aller à la plage ? Vous vous rendez compte ? Donc voilà, donc ça, c'est des images en France. C'est la Bretagne en bas à gauche et en bas à droite, je crois que c'est les Landes, où c'était vu comme étant parfaitement normal. Alors pour terminer, je voudrais vous parler d'une pratique que j'ai trouvée très intéressante. Je trouve vraiment que c'est un endroit où ils ont utilisé la bonne méthode pour impulser un projet de transformation de l'espace et le faire de manière partagée, consensuelle finalement, en associant les acteurs autour de la table. Donc le projet, c'est la ville de Cahors, où vous avez ce parking qu'on voit en bas à gauche. Ça s'appelle la place Chapoux, c'est la place qui accueille le marché 2 jours par semaine, et puis le reste du temps, c'est un parking en fait de 70 places. Sauf que voilà, c'est pas très esthétique. En plus, il y a une église qu'on voit là qui est relativement jolie, mais qui est pas du tout mise en avant. En fait, c'est pas une bonne mise en avant du patrimoine que d'avoir ce parking. Et donc la municipalité s'est dit on va peut-être faire autre chose de ce parking, et on va avoir plusieurs scénarios finalement. Alors soit on réduit un petit peu le nombre de places de stationnement, soit on piétonise complètement, on ne sait pas trop. Donc on va commencer par mener des études. Ils ont voulu avoir des données objectives
pour savoir quoi faire, savoir quelle était la bonne option. Ils ont tendu la main aux commerçants, ça je pense que c'est un truc important, c'est travailler ensemble avec les commerçants, puisque c'est quand même eux aussi les premiers concernés, ou en tout cas ils font partie des premiers concernés. Donc ils les ont mis autour de la table et puis ils ont dit on va lancer 3 enquêtes. Une enquête stationnement pour comprendre qui utilise ce parking et pourquoi. Et puis deuxièmement, une enquête de terrain auprès des clients des commerces. Et troisièmement, une enquête miroir auprès des commerçants. Donc ils ont fait ça. Et donc les enseignements sont les suivants. Donc déjà sur le stationnement, ils se sont rendus compte que le parking n'était pas du tout utilisé, ou enfin très peu, par les clients des commerces. C'était surtout utilisé par des résidents qui stationnaient toute la nuit, des salariés qui travaillent à proximité, qui stationnent toute la journée, voire par les commerçants eux-mêmes qui stationnaient là pour ensuite aller à leur commerce. Donc on n'était pas du tout sur un stationnement rotatif qui permet finalement de trouver une place rapidement puis d'aller dans les commerces à côté. Ensuite, sur la partie client des commerces, donc là, on a vraiment retrouvé les 4 renseignements dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que 70% des clients habitent la ville de Cahors, 64% viennent autrement qu'en voiture, et puis 2 tiers des clients qui sont venus en voiture nous disent qu'ils accepteraient tout à fait de marcher 5 minutes, voire plus, entre leur lieu de stationnement et puis leur lieu de destination. Et puis il y avait une très forte demande des clients pour les projets d'apaisement. Une très forte envie de transformer l'espace et de l'apaiser. Et donc en voyant ça, donc en présentant les résultats également aux associations de commerçants, eh bien, la municipalité a décidé finalement de réaliser le scénario le plus volontariste, à savoir piétonniser totalement cette place en 2024-2025. Et donc, c'est quelque chose qui a été parfaitement compris par les commerçants, parce qu'ils se sont rendus compte à la lecture des résultats de l'étude que c'est ça qui allait leur profiter. Et donc, ils ne se sont pas opposés à la décision de la mairie, au contraire, ils l'ont plutôt soutenu. Donc, en termes de méthode, je trouve ça important. Et moi, je dis toujours aux municipalités que, alors certes, il y a plein de chiffres qui montrent que c'est ce qu'il faut faire, de réduire la place de la voiture et de faire de la place à d'autres modes de déplacement. Mais quand même, la première chose à faire, c'est de disposer de chiffres objectifs de terrain et de réaliser ce type d'études régulièrement, notamment quand on a des gros projets qui impactent la vie d'un quartier. Et alors maintenant, il y a des villes qui le font. Lyon, par exemple, systématiquement, quand ils refont un quartier ou quand ils aménagent leur voie lyonnaise, eh bien, ils commencent par réaliser une enquête comme celle-ci pour y voir plus clair et pour un peu apaiser, faire retomber la tension avec les commerçants. Alors il y a encore des tensions, il faut bien le reconnaître, mais en tout cas ça permet d'avoir des chiffres qui sont objectifs. Donc voilà, donc j'en termine un peu sur cet exemple. Donc juste pour conclure, donc, récapituler un peu ce que je vous ai dit, donc les commerçants sont très souvent les premiers opposants des politiques de transformation de l'espace public en ville. Pourtant, les études montrent que la plupart des clients vivent à proximité, viennent à pied ou en transport collectif, et réclament des espaces apaisés, ça c'est très important. Donc refaire des enquêtes, je le disais, pour sortir des idées reçues. Il existe des méthodologies qui sont testées, approuvées, et qui sont utilisables librement. J'en ai fait une, je partage régulièrement mon questionnaire à qui le veut. Parfois c'est des associations de commerçants, même d'ailleurs. Parfois c'est des associations vélo, piétons, parfois ce sont des municipalités. Voilà. Et puis les commerçants eux-mêmes, s'ils sont pas d'accord avec les chiffres, moi j'oblige personne à croire mes chiffres, mais je dis plutôt refaites une enquête pour avoir vos propres chiffres à l'échelle d'un quartier. Mais les commerçants eux-mêmes peuvent faire leur propre enquête facilement auprès de leur clientèle. Il y a des exemples de gens qui m'ont témoigné de ce qu'elles ont fait. En fait, il suffit pendant un mois, à chaque fois qu'un client passe en caisse, on lui demande quel est son code postal, comment elle est venue, et on note le montant dépensé. Et au bout d'un mois, on sait exactement quel est le pourcentage de personnes qui viennent de quel endroit, et comment ils sont venus, et si le panier moyen est différent entre les automobilistes, les cyclistes, les piétons. Puisque ça, c'est souvent un truc quand même qu'on nous dit, c'est certes, il y a moins de gens qui viennent en voiture, mais ils dépensent énormément plus que les autres. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est un peu vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, oui, il faut pondérer la clientèle par le panier, par ce qu'elles ont dépensé le jour de la visite. Donc voilà, donc il existe des initiatives comme ça, des commerçantes à Rouen notamment, qui ont fait cet exercice, qui ont appris plein de choses sur leur clientèle, en fait, donc qu'elles ne soupçonnaient pas.
Et ça a été assez éclairant pour elles. Et finalement, elles se sont mises à soutenir des politiques ensuite, pour favoriser les piétons et les cyclistes notamment. Donc il faut vraiment refaire ce type d'études. Ça permet vraiment d'apaiser la situation et d'avancer et que les projets se fassent au lieu d'être pris dans des guéguerres qui font perdre du temps en fait à tout le monde et qui empêchent les transformations nécessaires de nos villes. Je vous remercie. Merci Mathieu. Est-ce qu'on a un commerçant ou une commerçante qui voudrait réagir ? C'est dommage parce qu'ils nous invectivent pas mal sur les réseaux sociaux, ils nous bloquent, mais on les invite à venir et ils ne viennent pas porter la contradiction. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer alors ? Faire notre micro, Mathieu. Bonsoir, merci pour tous ces chiffres. Davidé, piéton, on m'a convaincu. Mais j'ai quand même une curiosité sur la chose que vous avez dit sur la fin. Le panier consommé, ça restait un peu en filigrane à comprendre. Si les commerçants et commerçantes protestent, c'est peut-être ils ont une partie à être écoutés. Est-ce que du coup il y a une différence qui a été mesurée sur ça ? Merci. Oui, vous m'entendez. Oui, il y a une différence. Alors, il y a plusieurs enquêtes qui donnent des chiffres un peu différents. Alors, il n'y a pas toujours une différence. La plupart du temps, il y a une différence. En général, on mesure que les automobilistes, ceux qui sont venus en voiture, en fait, le jour de leur visite, ont dépensé entre 30 et 50% de plus. Un tiers, on va dire, en moyenne. Donc, c'est vrai qu'idéalement, il faut toujours, c'est ce que je conseille, pondérer les parts modales en fonction du panier moyen. Donc prendre en compte ce 30 ou 35% de plus, ça ne change pas complètement la phase du truc, mais en tout cas par honnêteté intellectuelle et pour représenter vraiment qui contribue à quel niveau au chiffre d'affaires, il faut penser dans les enquêtes à demander aux personnes combien elles ont dépensé aujourd'hui ou combien elles ont prévu de dépenser pour pouvoir faire cette pondération. Il y avait des gens qui étaient partants pour la mairie. Allez-y, vous avez le micro. Oui, mais du coup, c'est moi. Nicolas, tu peux passer le micro derrière ? J'avais levé la main, mais je ne sais pas, il y a plusieurs personnes. Juste pour rebondir, en fait, mais est-ce que c'est pris en compte le fait que peut-être les piétons ou les gens à vélo reviennent plusieurs fois ? Parce que, par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me balade à vélo et je vais plusieurs fois parce que, justement, j'ai une capacité de charge moindre. Oui, c'est ça aussi. C'est vrai que quand on somme sur un mois ou sur un an ce que dépensent les uns et les autres, le piéton à chaque visite il dépense un peu moins, mais il vient beaucoup beaucoup plus souvent. Et le cycliste c'est pareil, ce qui fait que si on fait la somme, en fait, il va dépenser 2 fois plus à peu près que l'automobiliste. Et c'est ce que je disais, le piéton est souvent un usager, un client très très fidèle en fait. Très fidèle parce que c'est pas loin de chez lui, donc il aime bien aller là, et puis parfois il n'a pas de voiture, donc en plus il n'a pas le choix, et tant mieux pour tout le monde. Donc oui, si on tient compte de la fréquence de venue, alors là les chiffres vont être encore bien plus édifiants que ce que j'ai pu vous montrer ici. Après, ce qu'on peut dire, c'est que les enquêtes, elles sont probabilistes, c'est-à-dire qu'on est sur le terrain, le piéton qui vient souvent, on a plus de chances de le capter, mais si on le voit 2 fois, il va peut-être dire j'ai déjà répondu, donc je ne vais pas répondre. Donc ça permet de le traduire, cette probabilité-là, de manière quand même un peu imparfaite. Donc c'est quand même quelque chose qui vient s'ajouter finalement et qui vient un peu enfoncer le clou du fait que finalement le client qui devrait être choyé par le commerçant, ça devrait être le piéton en fait et pas l'automobiliste. Et souvent les prises de parole, elles sont un peu négatives en fait vis-à-vis des piétons. On va un peu les déconsidérer en fait. Dire oui mais ça voilà, ces politiques-là c'est des politiques de bobos, ou c'est des politiques de gens qui excluent les gens de l'extérieur. Mais en fait en disant ça vous êtes en train d'insulter en fait vos clients, vos propres clients. Donc ça va pas. J'ai un témoignage à vous donner. Ça fait 40 ans que j'habite à côté du boulevard du Jeu de Paume. Donc c'était un boulevard de circulation automobile. Moi j'étais avec une voiture tant que j'avais des enfants, pour les emmener et sortir de Montpellier. Et
progressivement, les enfants sont partis. Je suis parti maintenant à la retraite, donc j'ai plus de voiture. J'ai toujours un garage. Et je suis un module auto pour sortir de la ville. Donc moi, ça me convient très bien, cette évolution. Et je peux vous donner le témoignage des commerçants. Alors, il y a des commerçants, je me souviens d'une réunion de quartier où Georges Frêche était venu affronter les commerçants et il leur disait à certains, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur, vendre de l'électroménager en centre-ville? Ça se fait pas. Ça se fait pas. Puis les autres, il n'a pas eu de contradiction. Et c'est vrai que ça ne se fait pas. Et donc, ils sont partis plus loin. Ils sont partis à l'extérieur, effectivement. Il y a, je trouve, l'exemple de Espinosa, qui fait de l'électroménager, et puis surtout tout le petit matériel pour les artisans de plomberie et d'électricité, qui est boulevard Renouvier. Donc lui, eh bien, cet exemple-là, moi, j'y vais pour mon bricolage, des gros bricolages d'aménagement, ben, j'y vais avec un caddie, ou un transpalette, et je vais à pied, et je vois que beaucoup d'artisans, maintenant, vont sur ce commerce qui est... Il y a du gros, il y a beaucoup de... On a besoin d'un véhicule pour y aller, mais il est situé juste à la petite périphérie. Ils ne sont jamais partis à l'extérieur. Et on voit que pour le magasin de bricolage, eh bien... Très récemment, il y a 3 magasins de bricolage qui sont installés, Bricomarché, Bricorama, puis un autre petit, alors qu'on est resté pendant 10-20 ans à être obligé d'aller très loin dans la périphérie pour Decathlon. Donc le changement des commerces, je trouve que il faudrait aussi documenter ça. Le changement de ce que je pense les cafetiers, par exemple, eux, sont vraiment contents que la piétonisation arrive. Pour répondre rapidement, c'est vrai que quand je parlais de l'exemple espagnol, c'est vrai que les commerces tirent globalement tous parti d'une piétonisation. Mais vous avez raison, ceux qui en tirent le plus parti, c'est les cafés, les restaurants. Pourquoi? Parce que souvent, quand on piétonise, ça permet d'agrandir la terrasse, d'une part. Ça fait des clients, enfin des gens qui fréquentent le quartier un peu plus longtemps, parce que quand l'espace est quand même comme ça plus agréable, en fait, on va peut-être venir, au lieu de venir pour 2 heures, on va venir pour 3-4 heures. Et donc, à un moment donné, on va avoir soif, avoir envie de manger un petit truc, boire un coup. Et donc, voilà, ça augmente aussi la consommation, tout ce qui est snacking, café. Ça ne veut pas dire que les commerces traditionnels n'en tirent pas profit, mais ceux qui en tirent le plus profit, c'est vrai, sont les cafés et les restaurants. Pardon, bonsoir, j'ai pas beaucoup de voix, mais je voulais savoir si à Montpellier, il existe en complément de la politique de piétonisation qui, comme vous l'avez souligné, pour cet exemple de ville a commencé au moins depuis l'an 2000 sous la politique de Georges Frêche. Est-ce qu'il existe une zone de trafic limitée ou pas? Est-ce qu'il y a une réglementation pour la livraison des commerces en centre-ville? Voilà. Jean-David, t'es où? Non, il n'y a pas de vraie zone à trafic limité comme c'est fait à Rennes. Nous, ça fait partie des choses qu'on défend. C'est très récemment à Paris, mis en place la semaine dernière à Paris. Mais on voit que c'est des concepts qui sont assez récents. Hein. Dans la zone piétonne, il y a quand même des livraisons encadrées jusqu'à des horaires... Jusqu'à 10 heures. 10 ou 11 heures. Tu expliques ce que c'est une ZTL? Alors, donc, dans l'aire piétonne, qui normalement n'a pas de trafic motorisé, il y a jusqu'à 10 heures une autorisation pour les livreurs d'y accéder avec des engins motorisés. Et donc ça, c'est pour l'aire piétonne. Et après, la notion de la zone à trafic limité, donc qui est instaurée par exemple à Paris, c'est plutôt le fait de désigner un ensemble de rues et de quartiers dans lequel, effectivement, les gens ne peuvent pas traverser le quartier, ne peuvent pas l'utiliser, ne peuvent pas rentrer et sortir en moins d'1 heure, par exemple, sans payer une amende, un péage. Mais donc du coup, ça permet en fait de quand même garder en fait un accès motorisé dans le quartier pour les riverains ou pour les gens qui veulent s'arrêter et rester un certain moment. Donc ça, c'est aussi une proposition à Montpellier, on n'en a pas des ATL, mais à Vélocité, c'est typiquement un moyen un outil de mise en place qu'on aimerait dans la ville.
parce que ça peut résoudre un certain nombre de problèmes de transit, tout en laissant en fait un accès quand même, par exemple, aux riverains dans leur quartier. Vous avez tout compris, il n'y a plus de questions? Merci Charles. Est-ce qu'il n'y a pas une grosse différence d'approche entre une ville comme Montpellier, qui est une grosse ville avec une grosse surface urbanisée, donc une grosse surface de chalandise, et beaucoup de transports en commun et de facilité de circuler en ville, et une ville comme Cahors, qui a une topographie totalement différente, qui est très très fermée, et qui est entourée de tas de petits villages, dans lesquels il y a très peu de commerce, voire pas de commerce, peu de marchés, et donc nécessairement j'imagine pas mal de gens de ces petits villages vont vouloir venir au marché à Cahors et faire un certain nombre de courses à Cahors, et eux n'ont pas de transport en commun du tout pour accéder à Cahors. Donc sont obligés globalement de prendre une voiture, parce qu'en plus c'est une géographie, c'est la vallée du Lot, donc les villages ils sont sur le Causse en hauteur et la ville elle est en bas auprès du fleuve. Avec l'exemple de Cahors, je ne voulais pas dire c'est ce qu'il faut faire, mais je voulais surtout vous montrer la méthode en fait. La méthode de concertation, de travail main dans la main avec les commerçants autour de scénarios qui ne sont pas joués d'avance déjà, et puis qui sont objectivés par des enquêtes. Après, oui, on me dit souvent ça, c'est vrai que chaque ville est particulière, certaines sont plus denses, d'autres moins denses, certaines sont, je sais pas, plus peuplées, d'autres il pleut plus souvent, des choses comme ça. Je pense qu'il y a, dans le panel, et on peut toujours se reconnaître, peut-être que Montpellier peut se reconnaître avec Nantes par exemple, ou Lille en termes de taille et d'urbanisme. Après, mon discours de toute façon c'est de dire, il n'y a jamais un exemple qui est parfaitement adapté, qui ressemble parfaitement en tout point à tel quartier ou telle ville, donc ça donne des fourchettes, des références, mais donc il faut refaire ces enquêtes-là. Ça coûte un peu d'argent, mais pour une municipalité, il vaut mieux dépenser les 30 ou 40 000 euros pour faire l'enquête que de s'embourber dans des débats sans fin, et parfois, au bout du compte, devoir lâcher du lest ou ne pas faire le projet ou ne pas le faire comme on l'aurait voulu au point de départ. C'est vraiment de l'argent qui, à mon sens, est bien dépensé, mais surtout ces enquêtes, elles doivent arriver au bon moment. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai vu plusieurs exemples d'enquêtes qui arrivent au mauvais moment, c'est-à-dire qu'il y a déjà des crispations, la mairie dit « ok, on va faire une enquête », et personne ne croit les résultats, puisque les commerçants ou les opposants disent c'est l'enquête de la mairie. Donc l'enquête de la mairie, forcément, elle justifie le scénario de la mairie. Mais parce qu'on ne l'a pas faite au moment, on l'a faite trop tard. Donc il faut la faire, mais dès le début, quand il y a encore des marges, sans doute aussi de négociation ou des scénarios un peu différents sur la table, et que ce soit, et surtout que les commerçants puissent aussi influer sur l'enquête. S'ils trouvent que c'est pas dans telle rue qu'il faut aller, que c'est pas le mardi mais le mercredi, que c'est pas le samedi matin, machin, ok, on se met d'accord, et derrière ils peuvent pas dire la méthodologie est nulle parce qu'ils auraient dû faire comme ceci, comme cela. En fait, il faut qu'ils soient partie prenante du truc et qu'ils soient un peu mouillés aussi dans le truc, puisque finalement c'est eux les premiers concernés, mais qu'ils soient mouillés pour que ce soit pas l'enquête de la mairie justement, mais l'enquête de tout le monde. Alors, tu n'as pas montré de chiffres de Montpellier, mais en début de mandat, quand les commerçants râlaient, nous on allait construire les chiffres de Montpellier. Il y a Claire qui va nous en parler. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais juste pour le retour d'expérience. Ah oui, tu les as. On avait fait une enquête, nous, avec l'association de quartier du quartier des Arceaux et Vélocité. On l'avait fait nous-mêmes avec nos petites mains. Et parce que la grosse inquiétude, c'était les commerçants du marché des Arceaux, qui est donc un des gros marchés de la ville, qui est présent le mardi matin et le samedi matin, étaient très inquiets de la disparition du parking Max Roquette, qui est donc une grande place juste sous les Arceaux, magnifique, qui a été complètement balayé et modifié et qui est maintenant plus du tout un parking. Et ils étaient très inquiets de cette disparition du parking. Et du coup, on était allé interroger justement tous les clients du marché. Avec des questionnaires de ce type, et effectivement on avait identifié que beaucoup venaient effectivement en vélo, à pied. Il y avait quand même pas mal de gens qui venaient de loin, on l'avait quand même identifié, qui venaient en voiture, mais qui pour la plupart se garaient pas sur ce parking-là, mais dans des petites rues adjacentes, et qui finalement s'en sortaient très bien avec les petites rues adjacentes. Et en mettant en lumière ces résultats-là, je crois que cet aménagement de ce quartier-là s'est fait relativement paisiblement, et il n'y a pas du tout eu de protestation. Alors ce serait intéressant maintenant de voir quelles ont été éventuellement les conséquences sur le marché. Je ne sais pas s'il y a des gens du quartier là-bas, ce que disent les commerçants maintenant, que tout a été aménagé, mais en tout cas ça s'est fait avec très peu d'inquiétude. C'était vraiment
une belle expérience. Et pour les chiffres, en fait, on avait 74% des clients qui ne venaient pas en voiture. Donc ça corrobore à ce que tu présentais. Oui, du coup, c'est quand même important. On dit no parking, no business, mais en même temps, c'est vrai qu'il le disait, mais il y a eu Brico-Marché, Bricorama qui sont venus. On a le Décathlon qui était toujours à Odysseum ou à Saint-Jean-de-Védas, maintenant qui est, alors, effectivement tout petit, mais au Polygone. En fait, c'est des grosses enseignes. S'ils voulaient... Macron, démission. Alléluia. Et exemple, on a Auchan en ce moment. Auchan, ils sont en train de revendre 300 supermarchés et ils sont en train de réduire 66 magasins de plus de 25% de leur taille, dont celui de Auchan-Pérol pour 2026. Donc on sent bien que le modèle, eux aussi, en fait, du supermarché, hypermarché, bah, il commence à s'essouffler. Finalement, les gens, ils aiment bien avoir... acheter des... Finalement, peut-être que Georges Frêche, il disait il y a 20 ans, on n'achète pas l'électroménager au centre-ville, mais peut-être que maintenant, on achète des matériaux, on achète du placo, on achète de l'isolant en centre-ville aussi, en fait, finalement. Donc, et de l'électroménager aussi. Donc, finalement, il y a quand même des grosses enseignes qui reviennent en petits modèles dans les centres-villes, et ça, c'est quand même un signe que si c'était pas rentable, ils le feraient pas. Donc globalement, s'il y a du business, même au centre-ville et même pour des grosses enseignes, ils adaptent juste leur taille, quoi. Il y a des Ikea à Paris, par exemple. Ikea s'implante dans Paris, c'est assez récent. Oui, bonsoir, merci pour l'exposé qui était très clair. Je voudrais revenir sur un chiffre que vous avez donné tout à l'heure, en disant qu'à Montpellier, il y a quelques années, il y avait 28% des personnes qui ne possédaient pas de voiture et que ce chiffre était en augmentation. Est-ce qu'on comprend les raisons de cette augmentation? Parce que ce n'est pas forcément que le fait que la voiture soit plus difficile à utiliser en ville. Il y a sans doute aussi le fait que les véhicules coûtent de plus en plus cher par rapport au pouvoir d'achat, il me semble. Et il y a aussi une jeunesse, ou en tout cas une tranche 20-35 ans, qui est plus éco-consciente et qui a plutôt tendance à ne pas acheter de voiture, ne même pas passer le permis et utiliser les transports en commun quand ce sont des citadins, bien sûr. Ouais, alors en fait c'est une tendance qu'on voit dans toutes les grandes villes aujourd'hui. Hein. Dans toutes les grandes villes françaises, le taux de motorisation diminue. Si on regarde les 20 plus grandes, j'avais fait l'exercice, si on regarde les 20 plus grandes villes françaises, il y en a au moins 17 dans lesquelles le taux de motorisation diminue. Donc c'est assez généralisé. On sait qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été menés par les grandes villes françaises depuis 15 ans sur des nouvelles lignes de tram notamment, sur aussi favoriser rendre plus facile la pratique du vélo. Et quand même, je pense que la contrainte à la voiture ou le stationnement payant s'est généralisé. On a réduit quand même, on fait plus trop des 2 fois 2 voies, enfin on a souvent réduit les 2 fois 2 voies existantes. On a quand même contraint la place de la voiture, on a réduit la limitation de vitesse. Donc tout ça, c'est quand même des choses qui jouent. C'est-à-dire que très souvent, en ville, maintenant, c'est vraiment pas le mode le plus pratique, quoi, la voiture, là où c'était peut-être encore le cas il y a 20 ans. Donc moi, je crois que c'est surtout lié à ça. Il y a peut-être une démographie qui joue un petit peu, parce qu'en fait, c'est des taux de motorisation par ménage. Donc si les ménages, on va dire, changent, il y a beaucoup plus d'étudiants, par exemple, qui arrivent parce qu'il y a une université qui ouvre, des choses comme ça, ça peut un peu biaiser les chiffres. Mais je crois que là-dessus, il n'y a pas vraiment de spécificité montpelliéraine. C'est vraiment une tendance qu'on observe dans toutes les grandes villes sous le coup des politiques mises en œuvre ces 10 ou 20 dernières années. Bonsoir. Vous avez parlé beaucoup d'enquêtes qui étaient réalisées avant des travaux. Est-ce qu'il y a eu des comparatifs entre des enquêtes avant et après travaux pour voir si ça avait un impact du côté des commerçants et du côté de l'évolution des mobilités des clients? Alors moi, j'en connais pas. C'est vrai que souvent, c'est un peu la faille du truc, c'est qu'on fait l'étude avant et on oublie de faire l'étude au bout de 5 ans pour essayer de voir comment ça a évolué. Alors, il y a quand même un endroit où ils le font et ils ont je pense que c'est, en termes d'observatoire, c'est le truc qui se fait de mieux. C'est à Bruxelles. En fait, à Bruxelles, ils ont découpé l'ensemble de la ville en une trentaine de ce qu'ils appellent des cellules commerçantes. Donc une trentaine. Et très régulièrement, tous les 2-3 ans, ils vont recenser finalement toutes les cellules commerciales, ce que c'est comme type de commerce, est-ce que c'est vacant, est-ce que c'est pas vacant, et ça permet comme ça très finement de voir comment ça évolue, est-ce qu'il y a davantage de magasins fermés ou qui ouvrent, est-ce que finalement la typologie du quartier change, peut-être qu'on était très porté sur l'alimentaire et puis 5 ans plus tard ça devient, je sais pas,
de l'habillement, par exemple. Et de la même manière, ils font des enquêtes de terrain. Ils font à peu près peut-être 3-4 quartiers chaque année, ce qui fait que ça leur permet d'avoir un roulement et de voir finalement comment les choses évoluent, à la fois en termes de tissu commercial et en termes de comportement, si je puis dire, ou de pratique, sur qui vient, comment ils viennent, etc. Et est-ce que ça évolue. Donc ils ne le publient pas tellement sous forme de avant-après, mais en tout cas, il y a vraiment ce roulement et tout est en open data sur le site. C'est hyper intéressant, on peut cliquer vraiment sur les quartiers, voir chaque cellule commerciale, ce que c'est comme type de magasin, et on a aussi accès à toutes ces études, toutes ces enquêtes de terrain qui ont été menées. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment extraordinaire, et moi, je trouverais que ce serait super bien que, suite aux élections municipales, finalement, une grosse municipalité française s'approprie le truc et reproduise la même chose sur son territoire, quoi, parce que c'est vraiment un outil de pilotage et de déminage en fait, des situations compliquées qui est hyper puissant. Alors, j'ai une question on a beaucoup parlé des villes et des grandes villes aussi, des petites villes, mais qu'en est-il des villes périphériques ? C'est-à-dire, par exemple, Montpellier, la métropole, il y a plus de 30 communes et qu'ont chacun un centre-ville. Alors, on a des communes de 20 000 habitants, voilà, mais on a aussi des communes de 5 000, 2 000 habitants, avec des petits commerçants, avec des gens qui utilisent moins le vélo tous les jours. Et du coup, est-ce qu'il y a des exemples en France de piétonisation de ces petites communes périphériques des métropoles ? Merci. Ouais. Alors sur la partie chiffres, enquêtes et tout ça, malheureusement, on n'en a pas parce qu'on est tributaire d'endroits où les enquêtes sont menées. Et souvent, c'est la municipalité qui décide de l'enquête et qui la paye. Dans les petites communes, souvent, on ne veut pas dépenser de l'argent pour ça, ou voilà, on estime que ce n'est pas la priorité. Donc on n'a pas de chiffres. La plus petite ville, moi, que je connais, c'est Saint-Omer, où il y a une enquête. Cahors n'est pas très grand non plus, mais bon, ça reste des villes de plus de 10 000 habitants. On n'est pas sur la ville de 2 ou 5 000 habitants, et ça reste des villes-centres de leur agglomération. Donc on est aussi sur un contexte particulier. Donc, malheureusement, on n'a pas de chiffres là-dessus. Après, des exemples de piétonisation, oui, il en existe. Il existe des exemples de, par exemple, la place de la mairie, qui est un parking, on la rend piétonne, ou telle rue commerçante, on la travaille. Alors pas forcément la piétonisant d'ailleurs. Souvent, ça va plus être je végétalise, je retire quelques places de stationnement pour avoir des trottoirs qui sont plus sympas, et éventuellement je mets quelques arceaux vélo ou je fais une piste cyclable, ça va plutôt être des choses comme ça, d'apaisement en fait. Moi je pense que la piétonisation, effectivement, c'est un peu la quintessence du truc, mais elle n'est pas pertinente partout. Mais il y a plein de choses qui sont faisables. Il y a la zone de rencontre, il y a déjà limité à 30 parce que ça facilite quand même, ça favorise quand même la vie de quartier. Il y a plein de nuances en fait entre la situation change rien en fait, on continue de rouler à 50 avec du stationnement bilatéral et la piétonisation, en fait il y a tout un ensemble de nuances qui sont possibles et qui vont dans le bon sens en fait. Donc des exemples, il y en a plein qui ne sont pas forcément connus parce qu'ils n'ont pas la puissance de frappe d'une grosse ville qui peut faire du marketing finalement sur ce qu'elle fait. Donc il y a plein d'exemples. Après, relier ça à est-ce que ça a fonctionné pour le commerce ou pas, c'est vrai qu'on manque d'indicateurs. Mais il y a les programmes Action Cœur de Ville, par exemple, aux Petites Villes de demain, qui concernent des centaines de villes en France. Et c'est un des sujets, c'est comment revitaliser le tissu commercial. Et souvent, ils se rendent compte en regardant que c'est très routier et que c'est pas très agréable et qu'il y a vraiment un intérêt à rendre plus agréable. En fait, c'est ça l'enjeu. Au-delà de dire c'est politique de mobilité haute, c'est surtout rendre agréable et donner envie aux gens de venir consommer là, plutôt qu'en centre commercial, parce que dans le périurbain, en fait, la vraie concurrence, elle est là, quoi. C'est le centre commercial qui est hyper accessible et qui est pas loin, versus la centralité de quartier, mais où il y a une moins grosse diversité. Donc comment on va donner envie aux gens de venir ? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser dans ces territoires. Monsieur, là. Votre voisin, parce que j'ai eu la parole. Ah, pardon. J'ai une question quant aux relations que vous avez avec le Québec. Est-ce qu'on peut s'inspirer des expériences québécoises, vu que la maire de Montréal a été une maire verte pendant 7 ans. Malheureusement, elle a perdu là, dernièrement.
et elle a insisté beaucoup sur la politique des mobylettes. Est-ce qu'on est en contact avec eux? Est-ce qu'on s'en inspire? Est-ce qu'ils sont plus modernes que nous? Non, moi je connais pas trop le contexte, je voudrais pas vous dire de bêtises. Je sais qu'ils ont déjà fait une étude, ils ont déjà fait des études de ce genre-là, dans un contexte très nord-américain, même si c'est le Canada et pas les États-Unis, mais on est quand même sur des contextes très routiers quand même, malgré tout. Donc les chiffres sont moins favorables à l'alternative que ce que j'ai pu montrer là. Mais voilà, je ne peux pas aller plus loin parce que je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec les gens de là-bas et je ne serais pas pertinent à m'exprimer sur le sujet. Je vais vous questionner sur Bourges. Il me semble qu'il y a une rue qui était piétonnisée il y a 30 ans, qui a été réouverte à la circulation. Parce qu'effectivement, on voit tous les commerces qui étaient installés à la piétonnisation puis qui ferment maintenant, et au profit d'une autre rue piétonne plus centrale, plus touristique et vraiment piétonne. Mais pour répondre à la question de la dame, c'est un peu comme les villes périphériques. Elles n'ont pas vraiment des centres-villes très attractifs, c'est des centres-villes de proximité, j'ai envie de dire, qui ont toujours besoin, à mon avis, d'être traversés par des voitures. Enfin, c'est pas des centres d'attraction. Et donc, c'est l'exemple de Bourges, pour moi, c'est un quartier qui était un peu périphérique, qui a été piétonnisé, et qu'ils ont dit, ben non, ça tient pas, il faut mettre la piétonnisation ailleurs, et voilà. Alors, je ne connais pas l'exemple de Bourges, mais je me souviens qu'en 2014, il y a le journaliste Olivier Razemont qui avait fait le portrait de quelques villes qui, justement, avaient annoncé un retour de la voiture en ville. Donc, il y avait notamment le cas de Béthune, dans le Pas-de-Calais, où ils avaient finalement une place piétonne, ils avaient refait un parking de cette place. Et puis, en fait, très rapidement, le maire il s'est rendu compte que ça ne marchait pas, et il a fini par repiétonniser finalement. Donc on a aussi quelques exemples comme ça qui sont intéressants parce qu'on croit réinventer un peu l'eau chaude et puis on dit je vais me donner de la place de la voiture, ça va être très bien pour tout le monde. On se rend compte que ça ne marche pas. Après le Covid aussi, il y a eu plusieurs villes, là au moins 3 que j'avais recensées, qui s'étaient dit tiens, pour donner envie aux gens de venir consommer dans le centre-ville, on va faire le stationnement gratuit. Le stationnement était payant, ils se sont dit on va le faire le stationnement gratuit, comme ça les gens ils vont avoir envie de venir et ils vont venir consommer dans le centre-ville. En fait ce qui s'est passé c'est que comme le stationnement était gratuit, en fait, il y a plein de voitures qui trustaient les places, en fait, des gens, des résidents, des salariés, des gens qui n'avaient rien à faire là, entre guillemets, en tout cas qui n'étaient pas là pour consommer. Et ce qui fait que ceux qui voulaient venir consommer ne trouvaient pas de place. Donc en fait, il y avait moins de clients. C'était le bordel parce que du coup, les gens devaient... certaines personnes se permettaient de stationner sur les trottoirs ou sur des emplacements qui ne sont pas du tout des places de stationnement. Et au bout de 15 jours, ou même parfois moins, en fait, les 3 maires en question là, que j'ai en tête, on dit on arrête tout. C'était une très mauvaise idée, ok, tant pis, on a fait une erreur, mais on refait le stationnement payant parce que c'est pas possible. Donc voilà, ça montre aussi que le stationnement payant, ça embête tout le monde. C'est vrai, quand on a l'habitude de venir et que c'est gratuit, on est content, mais si on ne le fait pas, en fait, c'est pas comme ça qu'on va favoriser le commerce. Au contraire, on va se tirer une balle dans le pied. Et en fait, on va pas, ceux qui veulent venir en voiture, en fait, vont pas réussir à le faire. Et on parle des élections, donc quand on est maire, quand on est candidat, est-ce que ça paye électoralement de piétonniser, de réduire la place de la voiture? Ouais, alors justement, j'ai fait un post sur Blue Sky là, cette semaine. Moi, je vois régulièrement passer des sondages qui sur ces questions-là. Alors, le dernier en date, où 80% des Français sont favorables à la piétonnisation de quelques rues dans les grandes villes. 75% à peu près sont favorables à l'aménagement de tramways, 75% sont favorables à l'aménagement de pistes cyclables, 60% je crois à peu près sont favorables aux 30 km/h en ville. Et voilà, et tous les sondages montrent à peu près la même chose. J'en avais posté un 3 semaines auparavant qui montrait à peu près la même chose. Et si on regarde, il y a des mesures qui sont hyper plébiscitées en fait. Les rues scolaires, c'est pareil. Les rues scolaires, à peu près à 80% sont vues favorablement par les citoyens. Donc piétonisation, rues scolaires, tram, voies de bus, vélo, 30 km/h, on sait qu'on peut y aller, il n'y a pas de problème, les gens sont pour. Végétalisation, alors là, encore plus haut. Mais pour végétaliser, comme je disais au début, il faut réduire un peu la place de la voiture.
Le seul truc qu'on voit dans les enquêtes qui n'est pas vu favorablement, c'est les ZFE. Mais on n'est pas à 90-10, on est plutôt à 45-55, donc ça reste assez partagé. Et les politiques de stationnement. Le stationnement payant, malgré ce que je viens de dire à l'instant, quand on demande aux gens est-ce que vous êtes favorable ou pas au stationnement payant, pour le coup ils disent non, à peu près un tiers, 2 tiers. Voilà, mais bon, ça n'a pas empêché les grandes villes de le faire et ce serait difficile de revenir dessus. En tout cas, il y a plein de mesures de réduction de la place de la voiture, mais en fait, pas juste pour se faire plaisir et réduire la place des voitures, mais pour faire autre chose, en fait, faire plus de place aux piétons, faire plus de place aux cyclistes, améliorer l'efficacité des transports collectifs. Les gens se rendent bien compte que c'est vers là qu'il faut aller, et si le prix à payer, c'est de réduire un peu la place de la voiture, bah, ils ont bien compris qu'il fallait le faire, et ils sont totalement prêts à soutenir ce type de mesures. Bonsoir, moi j'avais une question sur le positionnement des chambres de commerce et d'industrie. Parce que quand on a organisé cette conférence ce soir, on l'a fait suivre à la CCI, on les a encouragés à faire suivre aux commerçants. Et quand on dit est-ce qu'il y a des commerçants, il n'y a aucune main qui se lève. Donc moi, il y a quelque chose il y a une déconnexion là qui me surprend. Donc au-delà du cas particulier de Montpellier, de manière générale sur le territoire, quel est le positionnement des CCI sur cette question ? Je pense que la plupart n'ont pas de positionnement, ils n'ont pas travaillé le sujet, donc en fait ils répètent un peu ce qu'ils entendent de ci, de là, mais sans avoir de position très établie. Moi j'avais travaillé quand même avec la CCI de Toulouse, qui voulait mener ce type d'enquête en fait, pour comprendre. Bon, finalement il y a eu un changement de personne, donc ça n'a jamais abouti, mais voilà, il y avait une CCI qui était ouverte pour le coup à ce sujet-là, et je trouvais ça intéressant de travailler avec eux. Mais ailleurs, soit il y a parfois des enquêtes qui sont menées, mais avec des méthodologies qui sont vraiment à mon sens, qui ne sont pas pertinentes, du style des enquêtes en ligne, des choses comme ça, alors que moi je pense que seule l'enquête de terrain pour ce type de sujet est intéressante. Mais sinon, je pense qu'ils ont, au-delà de essayer de refléter en fait, l'opinion de leurs adhérents, qui est biaisée comme on l'a vu, en fait ils ne cherchent pas malheureusement, ce serait bien qu'ils le fassent, mais à créer de la donnée et à essayer de comprendre finement à partir d'une observation de terrain. Mais j'ai l'exemple d'une association de commerçants quand même à Nantes qui avait fait ce type d'études, qui s'était payé ce type d'études. Et pour le coup, ils avaient appris plein de choses et ça leur avait été utile et s'étaient rendu compte aussi de plein de biais qu'ils avaient et de la réalité de la situation. J'avais 2 questions, mais je vais commencer juste par une petite anecdote drôle aussi qui m'est revenue. C'est à Strasbourg, en 2008-2009. Je me rappelle que mon coiffeur était à la fronde contre les travaux du tram qui risquaient de passer en fait, dans l'artère commerçante. Donc quand il y avait encore la question de par quel tracé devait passer le tram. À Strasbourg, il y a pas dans l'hypercentre, mais dans un quartier un peu extérieur, il y a une route qui s'appelle la route du Polygone, qui est une route extrêmement commerçante. Et les commerçants s'étaient vraiment réunis pour absolument que le tram ne passe pas en fait, dans l'avenue. Bon, évidemment, les travaux ont eu lieu, et donc le jour où le tram a été inauguré, ils ont tous changé d'avis, et ils ont tous estimé que c'était un coup de poignard, parce que du coup, ils passaient dans un trajet alternatif, et que du coup, les commerçants étaient perdants, quoi. Et donc du coup, je pense que c'est un peu en lien avec les 2 questions, il y a quand même la question des travaux, c'est-à-dire qu'il y a quand même la période des travaux qui généralement est quand même génère des impacts négatifs sur le chiffre d'affaires. Et puis il y a une deuxième question qui est peut-être liée aussi à la première slide que tu avais montrée sur la vacance, qui est que souvent on voit que les commerces qui sont proches des zones piétonnes ou du tram sont ceux qui génèrent généralement le chiffre d'affaires le plus grand, mais c'est aussi là où il va y avoir les loyers les plus élevés. Et donc du coup, je pense que en fait, à la fois c'est génial pour un commerçant d'être dans les custons, dans l'hypercentre à Montpellier, mais en même temps, si jamais l'entreprise n'arrive pas à attirer des clients, en fait, elle peut vite avoir des loyers qui sont trop chers et donc finir par fermer, quoi. Et donc du coup, il y a un renouvellement aussi du type de commerce qu'on va avoir, mais voilà. Donc qu'est-ce que tu en penses ? Attends, j'ai oublié la première question, du coup, excuse-moi. Les travaux, la durée des travaux. Oui, alors les travaux, c'est sûr, c'est la phase difficile, hein, donc il y a des possibilités d'indemnisation pendant les phases travaux, mais qui est compliquée et qui peut être très coûteux pour une collectivité. Donc là, malheureusement, c'est un passage obligé
Mais c'est vrai que des commerçants parfois s'opposent au projet, non pas pour le projet en lui-même, mais pour les travaux en fait. Donc en fait, ça je pense que c'est une opposition qui est de plus de bonne foi que celle qui s'oppose au projet. Donc il faut en tenir compte, je pense, parce que c'est une vraie difficulté. Et les travaux, ça peut être long, donc ça peut vraiment mettre en difficulté les commerces. Donc là, il faut vraiment trouver des solutions pour que ça n'impacte pas trop les commerces. Alors sur l'autre sujet, c'est vrai que la politique de mobilité, elle va influer sur d'autres trucs. Elle va influer sur les loyers, par exemple. Elle va influer sur le renouvellement des commerces. Donc moi je dis souvent que la politique de mobilité, elle ne peut pas tout, et il faut qu'elle soit adossée à une politique commerciale intéressante, qui va dans le bon sens. C'est vrai que les loyers, c'est pas comme les loyers pour nous, où c'est encadré. Chaque année, les propriétaires peuvent augmenter de 1-2% maximum. Les loueurs de locaux commerciaux font ce qu'ils veulent. Et des fois, ils se retrouvent à faire du x2 en fait sur les. Donc là, il y a un truc qui ne va pas quand même. Donc je sais qu'il y a des réflexions en cours sur des plafonnements, sur des choses comme ça. En tout cas, les villes doivent avoir une politique commerciale intéressante en même temps que la politique de mobilité. Il y a aussi des foncières commerciales qui peuvent racheter des rez-de-chaussée commerçants pour contrôler finalement qui vient s'installer là. Parce que c'est vrai que ce qu'on voit souvent, c'est quand on piétonise une rue, alors ça marche, c'est sûr ça marche. Mais les loyers augmentent, et ce qui fait qu'en fait les commerçants indépendants ne peuvent plus payer de loyer, donc ils s'en vont. Et c'est des franchises qui arrivent. Donc ça, d'une certaine manière, ça uniformise un petit peu nos centres-villes, c'est dommage. Donc si on a une foncière commerciale qui possède parfois, alors je sais qu'à Bruxelles par exemple, ils possèdent énormément, genre 50% des commerces, un truc comme ça, sont ce qu'on m'avait dit là-bas, ou un tiers, je sais plus, sont de la propriété de la municipalité finalement. Donc ils peuvent choisir finalement de ne pas fournir au plus offrant, mais à celui qui va venir compléter dans le quartier, parce que là il manque un marchand de meubles par exemple, comme on disait tout à l'heure, ou qu'il y a déjà trop de restaurants ou de fast-food, ou qu'il manque une librairie. C'est vraiment un outil de pilotage qui peut être intéressant, mais voilà, il faut vraiment articuler la politique de mobilité qui a plein d'avantages, mais qui a aussi des effets pervers, avec une politique commerciale qui va venir les corriger et s'assurer que finalement on ne va pas perdre un petit peu l'âme du quartier et pouvoir vraiment maintenir des commerces à très forte valeur ajoutée pour le tissu ou pour un quartier. Ouais, dans la même lignée, en gros, la piétonisation, que j'approuve tout à fait, ça amène une gentrification des centres-villes, un embourgeoisement des magasins de vêtements, et donc ça c'est un problème. Mais là tu as bien dit, hein, c'est lié au coût du foncier, au coût des locations. Mais une question à l'opposé, si on peut dire, est-ce qu'on peut envisager de réduire la place de la voiture dans les banlieues, dans les quartiers périphériques? Nous, on a ce qu'on appelle la Paillade, la Mosson, où la voiture est très présente, c'est pas là que ce sera le plus facile, c'est clair. Le problème, c'est que la périphérie, c'est vrai qu'ils n'ont pas entamé cette transformation. En fait, souvent, c'est encore le royaume de la voiture. On n'a absolument pas commencé à limiter la vitesse, à réduire le stationnement ou autre. Donc il y a vraiment une utilisation très réflexe de la voiture qui fait que c'est compliqué. Donc par où on commence, peut-être qu'il y a des zones qui sont intéressantes, parce que c'est vrai que si on regarde et qu'on essaie d'avoir une vision un peu métropolitaine, que tous les métropolitains viennent le samedi s'agglutiner dans le centre-ville de Montpellier pour consommer, c'est bien pour les commerçants du centre-ville, mais on va dire d'un point de vue métropolitain, c'est pas terrible, Ce serait mieux d'avoir d'autres centralités plus proches des gens, parce qu'en fait, là, ça fait comme des déplacements lointains pour certains. Donc d'avoir d'autres centralités plus proches des gens, où finalement, qu'on va réussir à préserver, à rendre agréable, etc. Donc si on voulait avoir une vraie approche métropolitaine, il faudrait plutôt réfléchir sur, c'est quoi le cœur commerçant à l'échelle des 10 on va dire, bassins de vie, là, des personnes qui habitent dans le coin. Et ce serait plus intéressant que chacun trouve près de chez soi finalement un endroit où consommer, alors même s'il n'y a pas tout, mais aller faire quelques courses de temps en temps sur quelques achats bien particuliers, plutôt que tout le monde vienne dans le centre-ville de Montpellier. Donc je pense que vraiment, en termes de vision territoriale, c'est ça qui serait intéressant. Mais maintenant, force est de constater que les élus qui ont osé
réduire la place de la voiture et créer des alternatives et qui sont montés au front quand même, c'est les élus des grandes villes, c'est les élus des villes-centres. Ceux des villes moyennes commencent à y aller. Donc il y a un glissement quand même qui commence à s'opérer. Demain, ce sera sans doute les villes périphériques, mais clairement, ça n'a pas encore commencé. Et il va falloir que ça commence pour que c'est une condition de réussite finalement qui permettra de réussir à recréer des tissus commerçants locaux dont on a besoin. En Hollande, c'est le cas depuis longtemps. Ouais. Ouais. Et donc on a des preuves sur la durée que ça fonctionne. Bonjour, on parlait des questions d'embourgeoisement des centres-villes piétonnés, etc. Je voulais juste mentionner qu'à Montpellier, il y a un bailleur privé qui est en cheville avec la mairie qui s'appelle Altemed, où en gros, il propose des bails un peu long terme à des entreprises qui veulent voir fonctionner à long terme, comme par exemple la Cagette, dont je fais partie, qui est un supermarché coopératif en gros. Et donc, ils essayent de régler cette question-là de cette façon. Je trouvais ça intéressant. Voilà. Alors moi, je voudrais vous partager une petite expérience. Juste, je suis montpelliérain depuis pas très longtemps. Je suis arrivé il y a 6 mois et je viens de Nantes, donc ville qui a une ZTL et qui fonctionne très bien. Et pour avoir vécu l'après-Covid là-bas, j'ai l'impression que plus que sur la piétonisation du centre-ville, ils ont joué sur la réduction de l'accès. Moi, il y a un truc qui m'a horrifié en arrivant à Montpellier, c'est le nombre de 2x2 voies qui amènent jusqu'au centre, qui permettent de traverser le centre, qui du coup sont dissuasives quand on veut les traverser à pied, quand on veut rouler à vélo à proximité. Est-ce que c'est pas un autre moyen de changer, de fermer entre guillemets le robinet d'accès plutôt que de piétoniser ? Ouais, il y a plein d'outils qui sont complémentaires et on parlait tout à l'heure de est-ce que ça va être accepté par les citoyens ou quoi, mais le trafic de transit aujourd'hui, il ne trouverait aucun citoyen qui le valide en fait, qui le souhaite. Donc ça peut être un angle d'attaque. Il y a la ZTL qui est intéressante. Moi, j'aime bien aussi l'outil plan de circulation qui permet, en changeant finalement quelques sens de certaines voies, en créant des trucs tête bêche ou quelques sens interdits, d'empêcher physiquement finalement d'avoir ce transit. Et si on veut traverser la ville, on passe par les boulevards extérieurs en fait, et ça me semble plutôt sain. Donc ça, c'est des outils qui marchent bien, qui sont développés dans plein de villes françaises et aux Pays-Bas depuis très longtemps. En Belgique, aux Pays-Bas depuis très longtemps, et ça marche très bien pour justement réduire ce trafic de transit, apaiser et rendre possible la pratique du vélo, de la marche, parce qu'il y a moins de circulation. Donc ça, c'est intéressant. La ZTL, c'est un peu la même chose. La difficulté, selon moi, c'est qu'il faut compter sur le respect par les gens, en fait, de la ZTL. Donc il faut la faire comprendre, il faut la contrôler, etc. Et ça me semble un peu moins aisé que le plan de circulation qui, en fait, le rend impossible par la configuration de la voirie. Mais les deux peuvent être complémentaires. À Paris, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le conçoivent. Ils ont fait plein de plans de circulation. Et la surcouche ZTL arrive finalement un peu comme la cerise sur le gâteau. Donc il existe des outils et si je reviens sur ce que je disais au début, diminuer le trafic de transit, je pense que les citoyens peuvent l'entendre et peuvent comprendre pourquoi on fait ça. Et je pense qu'effectivement, c'est un enjeu sur lequel on peut aller et ça devrait bien se passer, quoi. La dernière question, mot de la fin. On se rend compte dans ce que vous présentez, puis ce qui est expliqué ici, c'est qu'en fait, les commerces s'adaptent à la mobilité, en fait. C'est-à-dire que plus on la contraint, et plus effectivement on va consommer localement. Je pense qu'à Paris ou ailleurs, c'est encore plus local que dans les petites villes. Et j'imagine que les villes périphériques, dans ce qui était dit, peut-être qu'elles vont suivre ce chemin-là. C'est-à-dire que quand les gens auront moins la possibilité de se déplacer, parce que les hypermarchés vont peut-être réduire leur surface, etc., ou que les centres-villes vont être moins accessibles, du coup, le commerce local va peut-être se redévelopper. Est-ce qu'il y a des expériences sur justement des études sur les durées de ces transitions-là, de renouvellement des commerces ou de changement des commerces, le fait que des magasins de bricolage, comme on a dit, vont se réinstaller en centre-ville ou qu'à un moment donné, ça s'est déplacé, de la même façon que le mouvement s'est fait en sens inverse, c'est-à-dire dès que les hyper se sont déplacés,
les petits commerces de centre-ville ont souffert et les gens de centre-ville ont fini par devoir acheter des voitures pour aller se fournir à l'extérieur, quoi. Alors non, je ne connais pas d'études sur les délais, sur les temps de renouvellement, mais par contre, vous avez raison, les commerces s'adaptent à la clientèle et aujourd'hui, comme je disais, dans les centres-villes, il y a une clientèle sans voiture, il y a plus de gens qui n'ont pas de voiture, qui ont besoin d'avoir accès à certains services. Et donc, on voit qu'il y a un retour des supérettes, par exemple. Donc ça, c'est intéressant parce qu'avant, les gens n'allaient pas à la supérette parce qu'en fait, ils avaient la voiture, donc ils préféraient aller à l'hypermarché. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont pas de voiture, donc les supérettes se mettent à retrouver un modèle économique viable. Les magasins de bricolage, c'est vrai qu'il y a des bricomarchés qui viennent en centre-ville, qui marchent très bien, qui ne vendent pas forcément des très gros trucs, mais qui les vendent un peu plus cher, et du coup, ça répond à une clientèle. Les boulangeries, c'est pareil, on voit que ça revient à certains endroits, parce que c'est vraiment le commerce de proximité par excellence. Et voilà, et c'est très adapté aussi à cette clientèle qui n'a pas envie de prendre sa voiture ou qui n'a peut-être pas de voiture. Donc il y a ce renouvellement en fait, qui se met en place, qu'on a du mal à palper. En fait. Ça reste souvent très théorique pour certains, mais en fait on voit certains cas concrets de ville en fait, montrent que ça se fait et que c'est réel. Alors la dernière question, ça va être au fond de la salle pour Amélie. Vous pourrez venir voir Amélie après parce que c'est elle qui prend les adhésions pour Vélocité, qui vend les gilets pour être visible dans le noir. Et qui en même temps écoute. Moi j'ai une petite question, j'avais l'impression quand même que les premiers concurrents, ceux qui faisaient plus baisser les commerces en centre-ville, c'était Internet. On n'en a pas tellement parlé. Et la question de la livraison en centre-ville, parce qu'aujourd'hui on ne va plus non plus en périphérie acheter son frigo, on l'achète sur Internet, on ne se pose plus la question. Mais du coup ça change aussi la pratique avec la question de la livraison. Et à la fois la livraison de petits colis type Amazon et autres, mais aussi la livraison de trucs importants qui ne sont plus accessibles dans les commerces de centre-ville. Et je ne sais pas si du coup il y a est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place dans certaines villes, soit pour favoriser ces livraisons, soit pour les défavoriser. Enfin, je ne sais pas trop comment poser la question, mais comment cet angle-là il est abordé, quoi. Ah ouais, alors les livraisons, c'est vrai que ça déjà, elles augmentent de manière un peu exponentielle et ça crée beaucoup de contraintes en fait, de livreurs qui se garent un peu n'importe comment, de trafic supplémentaire et tout. Il y a des villes qui avaient proposé des taxes, par exemple sur les. Alors juste, ça revient dans l'actualité, mais qui avaient proposé que finalement la livraison gratuite à domicile ne soit plus possible. Que peut-être il faut mettre un prix minimum et puis peut-être que le point relais ça va être gratuit, mais à domicile ça va être 2 € par exemple pour orienter. On sait que quand à domicile le point relais c'est le même prix, les gens choisissent à domicile en général. Quand il y a un tout petit prix juste symbolique, même 1 €, les gens vont être très nombreux à choisir le point relais. Donc ça peut être intéressant parce que le point relais il est quand même beaucoup moins impactant, c'est pas du point à point, c'est quand même un véhicule qui arrive et qui livre le point relais. Alors, il va peut-être en livrer plusieurs dans sa journée, mais globalement c'est beaucoup moins impactant. Donc je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Si on prolonge la courbe de tendance, c'est vrai, du e-commerce, c'est vrai que j'ai parlé en préambule des centres commerciaux périphériques, mais aujourd'hui c'est vrai que c'est le e-commerce qui contribue le plus finalement à ces vases communicants du chiffre d'affaires des commerces de centre-ville qui s'écroulent vers ce type de consommation. Donc si on prolonge un peu les tendances, on ne pourra pas absorber, on ne pourra pas avoir 3 fois plus de véhicules de livraison qu'aujourd'hui dans les rues. Donc il faudra trouver des moyens. Les points relais, c'est intéressant en plus parce que pour certains commerçants, c'est un chiffre d'affaires en plus qui est hyper intéressant et certains peuvent survivre uniquement grâce à ce chiffre d'affaires du point relais. Du coup, c'est pour ça que les lockers, qui est un peu la nouvelle mode, la Mondial Relais ou Amazon, moi je trouve pas ça terrible parce que ça fait des choses en plus qu'on vient mettre dans l'espace public et en plus on détruit un apport financier pour un petit commerce qui va peut-être devoir fermer ses portes parce qu'il n'aura plus les 30 ou les 50 € par jour qui sont apportés par les petits colis. En tout cas, c'est un vrai sujet, c'est un peu un angle mort. Il n'y a pas beaucoup de gens qui réfléchissent à ce sujet, en tout cas beaucoup moins que ce qui concerne la mobilité des personnes. Mais c'est un sujet hyper important en ville et qu'on va voir de plus en plus fortement ces prochaines années, c'est sûr. Bon, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Merci pour votre attention. Merci à Mathieu. Si
Si ces sujets vous intéressent, il y a un petit bouquin anglais, ça s'appelle How Bicycle Can Save the World. C'est un économiste qui l'a écrit, c'est sur les bénéfices économiques du vélo. Et sinon, on se retrouve le 19 janvier, où on accueillera la médecin Anne Sénéquier, qui nous parlera des bénéfices en termes de santé physique et de santé mentale des déplacements à pied et à vélo. Le dimanche 14 décembre, si vous voulez faire du vélo, il y aura la vélo parade nocturne, qui passera plusieurs fois dans le tunnel de la Comédie. Donc je ne sais pas si vous l'avez testé, mais allez le tester, c'est un bel aménagement. Vélocité, c'est une asso qui fonctionne essentiellement avec des bénévoles et qui a un premier salarié depuis 2 mois. Et elle pèse sur les débats publics grâce à vos soutiens. Donc n'hésitez pas à adhérer à l'association avant de partir, à renouveler votre adhésion. Ça coûte pas cher et c'est ce qui génère notre indépendance par rapport au financement public. Si vous habitez Montpellier ou une commune périphérique et que vous avez envie que le vélo il soit au sujet des municipales, on sait que les élus, ils ont besoin d'être rassurés. Parce qu'il y a les commerçants qui crient fort sur les réseaux sociaux, mais qui ne viennent pas porter la contradiction. Donc allez aux réunions publiques, posez vos questions, dites que vous voulez que l'avenue Jean Jaurès elle soit cyclable et marchable, par exemple. Mais il y a plein d'autres, à Castelnau, mais il y a plein d'autres points à aborder. Donc allez poser des questions sur le vélo pour que les élus soient encore plus ambitieux sur le vélo. Qui se disent, finalement, je peux y aller sans risque. Donc voilà, si vous voulez vous impliquer sur la campagne, vous pouvez donner votre mail à Amélie, parce qu'on va monter des groupes, notamment dans les communes autour de Montpellier, pour faire du vélo un enjeu un peu partout. Ça a bougé sur Montpellier. Maintenant, ça doit bouger ailleurs pareil. Donc on va continuer. Et je pense que j'ai fait le tour. Et merci à toutes et tous et pour votre participation. Et par contre, vous pouvez noter à vos agendas, mais le 18 février, on fera un grand oral, comme en 2020, des candidats à la mairie de Montpellier. Le mercredi 18 février, et ça sera celle Guillaume de Nogaret aux Arceaux. Et pour Castelnau, pour Latte, Saint-Jean-de-Védas et les grosses communes, on va essayer d'aller faire la même chose pour challenger un petit peu les candidats, qui vont avoir des propositions ambitieuses pour la marche et pour le vélo.